Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct sur Al24 News pour la troisième partie de Ramadan Prime. Monsieur Mouzahem Yahya, producteur, réalisateur et scénariste d'Al Barrani. Bonsoir, monsieur Mouzahem. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Alors maintenant, nous allons faire un petit tour sur la culture et la création audiovisuelle. Restez avec nous. Alors, cette deuxième saison d'El Barrani explore les tensions familiales et les violences sociales à travers le regard de personnages confrontés à des choix difficiles entre secret, trahison et rédemption. Monsieur Mouzahem, parlez-nous un peu du scénario de la deuxième saison d'El Barrani. En fait, dans cette saison aussi, on a ajouté un personnage qui est le temps, qui est un temps qui est vraiment presque un personnage réel. C'est pas juste une histoire d'événement ou de vengeance. C'est l'histoire de l'influence du temps sur les gens, comment le temps peut changer les êtres humains, comment il peut changer déformer les réalités, déformer les souvenirs et créer, même transformer les certitudes en doute. Comment cet espace, comment le quatrième dimension peut jouer sur les personnages et peut transformer les convictions de chacun. En fait, c'est entre illusion et réel. C'est une série qui va dans la profondeur des personnages. Chaque personnage est très étudié en profondeur. Chaque personnage a une bible à lui-même et qui respecte des détails très précis dans la psychologie. On n'a pas voulu faire une série très, on va dire, mélodramique ou un peu qui va plaire à tout le monde, mais on a voulu vraiment respecter un schéma dramatique avec le co-scénariste Brahim Hamadi. On a voulu faire vraiment une série où le temps, il est presque, il joue, il est existant, et on sent cette avancée dans le temps, mais dans l'espace-temps, on n'est pas très fixe. Il n'y a pas juste des événements qui se passent et après on a une évolution des personnages. Non, mais les personnages n'évoluent pas, ils vivent dans le présent. Et ce présent est très relié on va dire, au passé et très relié au futur. En fait. Justement, les téléspectateurs ont trouvé la narration de cette saison un peu complexe. Comment expliquez-vous cette approche? C'est-à-dire entre le réel, l'illusion, entre le passé et le futur. Il y a eu une petite confusion dans les épisodes. Moi, dès le début, si on parle cinéma, dès le début, on a mis une impulsion du film, en fait. La première séquence de la série, c'est une séquence qui met directement le genre du film. Le genre de la série, c'est une série qui est un peu, on va dire, drame psychologique et un peu, on va dire, thriller. Oui. Dans la première séquence, quand Sid Ahmed se rappelle de son enfance, de ses séquelles, de ses blessures, il y a un problème. Il ne se souvient plus à quel âge il a été poussé, par exemple. Est-ce qu'il était à l'âge de 12 ans ou à l'âge de 16 ans? Il ne se souvient plus. Ses souvenirs sont confondus et c'est à ce moment-là, on oublie pourquoi on se venge. Est-ce que ça mérite réellement? Est-ce que c'est un petit truc que ça mérite toute cette vengeance? Pourquoi des séquelles de l'enfance ne se guérissent pas? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, je peux avoir une haine terrible par rapport à quelque chose qui est arrivé, ça fait 30 ans. Et c'est plus des questions que des réponses, en fait, le Barrani. Le Barrani, c'est pas juste des événements qui se passent, c'est plus des questions sur la vie, sur l'être humain. Pourquoi on est comme ça? Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on se transforme? Est-ce que c'est le milieu? Est-ce que parce qu'on est dans un milieu tel ou tel, on devient tel? Par exemple, dans le Barrani, par exemple, vous allez voir Mohamed Mouah qui est vraiment... qui était gâté, qui a été gâté dans son enfance, après qui a quitté l'école, mais en même temps, qui a suivi ses frères, mais qui est devenu il a lâché les études, mais en même temps, il y a un jeune qui est devenu médecin, dans le même quartier de Babylone. Pourquoi la destinée de chacun est différente? Est-ce que c'est les choix personnels? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est causé par l'événement, par l'entourage? Et c'est des questions qu'on se pose nous-mêmes tous les jours. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tel ou tel? Est-ce que l'acte qu'on fait maintenant, est-ce que ça peut changer notre destin? Et est-ce que ça peut changer aussi le destin de tout le monde, pas que le destin? Parce que là, chaque acte que tu fais, par exemple, si Ahmed fait un acte, là, il va changer pas que son destin à lui, mais changer tout le destin de sa famille en lui-même. En ramenant, par exemple, Omar,
C'est un geste qui est vraiment honorable, en ramenant quelqu'un qui n'a pas où loger, mais il ramène quelqu'un qui va changer la vie. C'est sa décision à lui qui a changé toute la destinée de la famille, en fait. C'est un peu ça. Mais justement, la thématique de la famille est toujours présente dans le scénario Oui, je pense, oui. de Mais Mouzaham. tout est basé sur la famille. Je pense que l'être humain est lié, il ne peut pas vivre seul. Je pense qu'un être humain est destiné à vivre en famille, en société. Je pense que c'est plus ça le Balani, en fait. C'est notre destin, on peut pas. C'est très difficile de vivre seul. Si, par exemple, même dans les films d'Apocalypse, quand quelqu'un a montré quand il va vivre seul, c'est très difficile. La première chose qu'il fait, c'est chercher toujours quelqu'un d'autre. Et la plupart des conflits qui se passent, même dans les films zombies par exemple, vous allez voir dans Walking Dead, les conflits se font plus avec les humains qu'avec les zombies. Et Et quels ont été C'est pas faux. Mais par rapport à la première saison, quels ont été les défis que vous avez rencontrés lors de cette deuxième saison par rapport à la réalisation ou par rapport... Il y a eu beaucoup de changements par rapport à la première saison. Je rappelle, il y a 2 ans. Donc, oui, les changements sont... Non, c'est juste une évolution des personnages. Je pense que, déjà, on a eu un support de la chaîne qui a vraiment cru au projet, parce que c'est un projet ambitieux et personnel, on va dire. On a voulu faire quelque chose qui soit vraiment à un niveau dramatique et qui s'approche de la grammaire cinématographique. C'est très complexe à faire, qui soit pas très mélodramique, qui vont pas, c'est pas pour chercher faire pleurer les gens ou pas, mais vraiment pour. Je pense que dans le scénario de Le Balani 2, c'est beaucoup plus les personnages qui dictent le scénario. C'est vraiment leur psychologie, leur envie. C'est pas nous qui ont écrit, c'est plus les personnages qui ont écrit. Parce que dans le Balani 1, on a installé les personnages, et dans le 2, c'est eux qui ont installé la situation, qui ont installé leur volonté, qui a été montrée à l'écran. Je pense dans le Balani 2, on a utilisé beaucoup plus, par exemple, je parle cinéma, on a utilisé beaucoup plus une grammaire plus cinéma, plus de sémiologie, dans le détail, et on a tourné avec une seule caméra la plupart des séquences, et il y avait plus de dialogues plus profonds et plus, on va dire, plus longs. Des dialogues. plus lent, oui. Il y a des séquences de dialogue de 7 minutes, portées par 2 ou 3 comédiens, sans que ça soit très découpé ou il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Il n'y a pas de mouvement de caméra, c'est fixe, c'est des plans simples. Et je pense que ça, c'était un exercice très complexe à faire pour montrer. Et je pense que s'il n'y avait pas une psychologie très forte et des comédiens très forts, on ne pouvait pas faire ça, en fait. C'est cette évolution des personnages et même les comédiens, ils ont adopté les personnages. Alors on a pu un peu monter la gamme, en fait. Et la gamme du 2, en fait, est très différente par rapport à la gamme du premier. Cinématographiquement parlant. Et parlons un peu du dialogue, l'importance du dialogue Ouais. dans El Barani. Et Monsieur Mouzaham, vous insistez à ce que vous fassiez partie justement de l'écriture du dialogue. Quel est Je le fais poids les dialogues. Carrément, Tous les vous faites tout dialogues. le dialogue, oui. Tous les dialogues. Donc, quelle est l'importance du dialogue pour vous dans El Barani? Moi, je pense que les dialogues sont la base sont la base des psychologies. C'est les dialogues qui montrent la psychologie des personnages. Bien sûr, il y a la partie visuelle qui montre, mais les dialogues, ça s'approfondit le plus, ça donne les détails sur chacun, comment il pense, sur la façon, comment il parle. Là, maintenant, par exemple, j'ai un peu de trac, je parle d'une façon différente, avec laquelle, dehors, je parle d'une façon différente, là, je parle d'une façon différente. Et je pense que l'humain, par son dialogue, par sa voix, change, la gamme de voix change, les langues changent. Tout est écrit par détail. Je pense que les dialogues sont la base la plus importante, surtout dans une série. C'est très important. Nous allons faire un petit tour de table. Qui d'entre vous suit El Barani? Je vais commencer par vous. Hajar, allez-y, Hajar Sabata. Moi, je voulais déjà revenir à ces personnages installés dans la série Al-Barani, donc qui sont confrontés à des problèmes vraiment sociaux comme la trahison, l'argent facile, la corruption, les problèmes de famille. Donc, dans une écriture justement, Mouzaham, pour vous, donc quand vous êtes sur le scénario et le dialogue aussi, dans une écriture un peu sombre et psychologique et tout, est-ce que vous pensez que cela aide à la réécriture de notre drama algérien? Oui, je pense que là, moi, j'ai co-créé la série avec Brahim Hamadi. On a essayé de travailler dans les normes, on va dire, ce qu'on aime nous voir. On aime voir une série de cette gamme-là. On sait que c'est plus facile de faire un truc ou un tracé d'événements très simple, très simpliste, où
plus facile à comprendre. Mais on a voulu, même sur le plan schéma narratif, on n'est pas dans le même schéma traditionnel où c'est très linéaire. En fait, c'est pour ça que je vous dis dès le début que le temps joue un rôle très important dans la série où on peut revenir dans le temps, on peut par exemple avoir des prémonitions sur l'avenir, le temps n'est pas fixe dans le Barani. Et toute la série se passe par exemple dans un espace très serré, on va dire, à part les 4 mois d'ellipse qui se sont passés dans l'hôpital. Toute la série se passe par exemple dans un mois et quelques. Il n'y a pas beaucoup d'ellipses dans le temps, il n'y a pas beaucoup de sautes dans le temps. Vraiment, c'est presque du quotidien du personnage, ce qu'il pense à l'instant T est égal. C'est très important, on a voulu vraiment s'approcher le max des personnages. C'est ça la différence. On n'a pas voulu faire une série d'événements, un événement conduit à un autre et un événement conduit à un autre. Tous les événements, mais c'est comme la vie. En fait, je pense que c'est comme la vie. Des fois, on tourne en rond, c'est redondant. Et c'est ça à peu près. Et donc c'est vraiment l'envie ou le but d'inscrire cette série dans une conceptuel, fiction par exemple, réaliste. Si on voit la scène de la prison, c'est toute cette culpabilité, cette nostalgie de la mère qui souffre, qui est seule, qui veut vraiment voir ses enfants devant elle, mais elle sait qu'elle ne peut pas. C'est sincèrement qu'elle ne peut pas, parce qu'elle a fait des erreurs, elle est punie par rapport à ses erreurs, mais elle est impliquée dans les erreurs, et elle essaie toujours de s'échapper par son mental. Et je pense que c'est ça un peu le Barani. Il y a le côté mental, il y a le côté physique. Il y a deux aspects différents. Tinhinan Makassi, avez-vous suivi le Barani 1 ou 2 ou les deux? Les deux. Ça va. Alors, vous l'avez dit au tout début, on sent que ça a été filmé un peu comme du cinéma. Quand on regarde, on sent qu'il n'y a pas... Parce qu'on est habitué, le drama de Ramadan, c'est une tradition en Algérie. On ne peut pas être algérien si on ne connaît pas les dramas de Ramadan. C'est presque, ça fait partie de notre culture populaire, ça fait partie de... On a tous les références, il y a des phrases qu'on dit, il y a une image aussi du drama de Ramadan. Par contre, dans le Barani, on ne retrouve pas ce storytelling là habituel qu'il y a dans ce qui est appelé traditionnellement le feuilleton de Ramadan. Ça, c'est un très, très, très bon point. Par contre, est-ce que le pari n'est pas risqué quelque part de proposer je finis, ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est pas un peu risqué de se dire, de confronter un public qui est habitué à un genre pour Ramadan, même si on sait que l'Algérien est féru de cinéma, on a de grands noms du cinéma, on a une image cinématographique, on a une philosophie cinématographique, mais ramener cette philosophie-là cinématographique à Ramadan, est-ce que ce n'est pas quelque part un pari risqué, mais est-ce que finalement c'est aussi les acteurs qui le demandent? Parce qu'encore une fois, on revient à cette nécessité. Quand on a en face de nous des acteurs comme Stafa, quand on a des acteurs comme Daladjin, Stafa Laribi, tout ça, est-ce qu'on ne peut pas jouer finalement différemment que comme ça? Je pense oui, c'est un pari risqué. Comme j'avais précisé, c'est aussi grâce à la chaîne. S'il n'y avait pas la chaîne qui a supporté cette volonté, qui a accepté qu'on va vers un stade, un terrain de jeu qui est différent complètement. Parce que moi, je connais très bien qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à tout le monde. Mais c'est pas le but. On a voulu vraiment faire quelque chose qu'on aime, quelque chose pour moi assez prestigieux pour moi. Et j'ai fait ça déjà dans le Dama, c'était risqué à l'époque. Dans le Barani 1, c'était un peu risqué aussi. Et là, on a changé le risque. À chaque fois, on change. Je pense qu'il faut que chaque artiste fait quelque chose auquel il croit. Pas que, par exemple, pour juste travailler ou pour faire, par exemple, du commercial. Mais moi, sincèrement, je crois à la série. Et sur le plan chiffre, on est très bon. Sur le plan chiffre, on est très, très bon. On est excellent. La preuve que beaucoup de gens ont adhéré. Il y a des gens qui n'ont pas compris, il y a des gens qui ont moyennement compris, mais il y a beaucoup de gens qui ont adhéré. J'ai même reçu des analyses. J'ai jamais reçu ça dans ma vie. J'ai l'habitude de recevoir des retours. Oui, des retours, par exemple, oui, ça nous plaît, c'est magnifique, c'est bon, c'est pas bon, des trucs comme ça. Mais pour une fois, j'ai reçu minimum une dizaine d'analyses très très profondes de plus d'une page. C'est énorme. J'ai même pas voulu partager parce que par volonté, c'est des messages privés. Mais c'est énorme, c'est la façon dont les gens ont perçu, ils ont analysé les personnages détail par détail. Et, sincèrement, moi, comme auteur,
jamais pensé à ce niveau-là d'analyse psychologique. C'est magnifique par exemple, le perçu des gens, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a vraiment fait plaisir. Par contre, il y a aussi dans la série, on sent aussi vos influences aussi dans le cinéma. Oui, bien sûr. On voit que, voilà, parce que des fois, il y a, de mon regard à moi voilà, spectatrice, de mon regard de spectatrice devant mon ordinateur ou mon téléphone. Parfois il y a des scènes, on a du mal à se dire que ça se produit dans notre. On a l'habitude de ces scènes dans les cinémas américains. Oui, c'est le genre. On a installé un genre. Voilà, ça reste. C'est pour ça que je vous dis, dès la première séquence, si vous voyez la première séquence du film, vous allez comprendre que vous êtes dans un genre. C'est pas un drama normal. Mais est-ce que c'était pas risqué justement de proposer ça à un public algérien qui a l'habitude? Oui, non, mais je pense que je respecte beaucoup le public algérien, je l'aime beaucoup. Et c'est un public très, très futé, très cinéphile. Il connaît beaucoup de gens et je pense qu'il a besoin. Et beaucoup de parties du public, ils ont besoin de ce genre-là. Peut-être l'année prochaine, on va pas faire ça, on va faire plus commercial. Mais il a besoin de motivation à chaque fois, de quelqu'un qui provoque, quelqu'un qui fait quelque chose pour qu'on puisse évoluer dans le drama. Il ne faut pas que le drama algérien se stagne dans un stade parce que je pense que l'intelligence algérienne, elle est énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment d'un niveau très supérieur. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on parle à ces gens-là. Je pense que même sur c'est très adulte, là, la série. Elle est très adulte. Moi, je pense que même sur le commercial, par rapport à d'autres nations, je pense qu'à d'autres productions, etc., on n'est pas vraiment dans le commercial. Il y a vraiment de la recherche. Même si on a un genre, en particulier pour Ramadan, on a un genre qui est bien précis, mais on est passé par tellement de genres. On est passé par de Nesm Lahsiti à Shafiqa. Même dans Ramadan, il y a cette créativité qui est propre. Oui, bien sûr. Il y a cette année, il y a beaucoup de créativité aussi. C'est ça peut-être qui permet aussi d'enrichir à chaque fois de nouveaux genres, de profondeur aussi. Elle y est dans la conception même du cinéma et de la série et même du court-métrage. Après, le choix des thématiques, surtout, il y a eu beaucoup, dans Barani 2, il y a eu beaucoup de violence. Et... Moins de violence que d'autres séries. Oui, mais pas faux. Beaucoup ça a été quand même reproché par le public. Ça vous a été reproché, critiqué. Comment le public algérien a perçu? Dans Barani, on a voulu faire un peu de fantaisie, un peu de côté, un peu ce qu'on aime faire, ce qu'on aime voir aussi. C'est pour ça que dans le Barani, on n'est pas parti dans le style Dama, parce que Dama, on est parti dans le dogme. Carrément. Oui. Où, par exemple, j'ai tourné avec presque pas d'éclairage, pas de maquillage. Même les actrices n'étaient pas maquillées dans le Dama. Là, j'ai changé complètement le style. Dans le Barani 1, c'était entre les deux. Et là, on est parti vraiment vers un genre. Et on a respecté le genre dès le début. On n'a pas voulu, par exemple, aller dans un truc très, on va dire, qui ressemble à la réalité ou pas. On a voulu juste le monde, l'univers du Barani. On a créé un univers et on l'a respecté. Je pense... ce qu'on a mis dans le Barani, c'est dans l'univers Barani. Il n'appartient pas à la réalité, à ce qui se passe ailleurs. C'est juste un univers, c'est comme un univers de John Wick, ou un univers de Disney, ou un univers. C'est un univers situé dans le Barani. Et juste, je veux parler par rapport à... Excuse-moi, j'ai le trac. Je ne suis pas très habitué au plateau télé. Vous avez l'habitude d'être derrière la caméra. Pas devant la caméra. Juste par rapport à ce qu'elle a dit, l'exigence des comédiens était énorme. Je vous dis, par exemple, quand je donne un dialogue, ou un truc qui n'est pas bien, les comédiens ne jouent plus avec moi et ils veulent plus. Les comédiens m'exigent plus. On a voulu monter par exemple cette scène, par exemple pour montrer cette scène, juste par exemple Klimo et Lili, ils ont fait Lydia Chobot, ils ont fait un travail énorme juste à travers les regards, rien du tout. La séquence d'avant de Klimo dans la mosquée, moi je pense c'est de la haute gamme. Dans le plan jeu de comédien. Le silence aussi, quand on voit Mustafa Al-Aribi jouer, c'est énorme. Sincèrement, il y a une séquence où il joue les trois, et la séquence dure 7 minutes. Où il n'y a pas de musique. Justement, comment vous avez fait pour maîtriser? C'est parce que généralement, dans une série, quand on a affaire à de longues scènes, à de longues séquences, on s'ennuie un peu. On s'ennuie un peu. Mais là, bien au contraire, parfois on a l'impression que même si les scènes, elles sont longues, mais quelle est la psychologie derrière, l'idée derrière votre tête, derrière moi, je voulais montrer à moi-même déjà que sincèrement, dans le cinéma, si le dialogue est bon, si la scène est bonne, si ce qu'on tourne est bon et si les comédiens sont très bons, on n'a pas besoin d'artifice. Je voulais me démontrer à moi-même déjà, avant tout le monde, que pour faire du vrai cinéma, c'est déjà
un bon texte et des bons comédiens. Sans aucun artifice, pas de musique, pas rien du tout. Et même pas de mouvement de caméra. Ce qu'on a fait déjà, ce que j'ai fait déjà dans mon premier court-métrage, c'était ça. J'ai fait un film avec aucun dialogue pendant 7 minutes. Orange. Orange. Alors j'ai fait déjà des exercices et je pense que ça c'est l'exercice. Je continue à m'exercer aussi dans chaque travail que je fais, un peu à me dire à moi-même est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux évoluer dans cette sans ajouter d'artifice et laisser les spectateurs s'emporter dans la scène. Et je pense que ça a marché. Personne n'a dit ok c'est long, ça. Il y a des séquences, par exemple, entre Khaled et Shahrazad, la séquence dure 5 minutes avec 2 personnages. Il n'y a pas de mouvement, ils ne se déplacent pas. C'est même... Les acteurs, des fois, ils disent ah non, il faut qu'on bouge. Il faut croire au talent et au texte. C'est tout. Pardon, dans ce contexte-là, Mouzaham, donc le silence aussi est une technique de narration. Oui. Que ce soit cinématographique ou télévisuel. Oui, et donc c'est dans ce sens que je disais tout à l'heure, même par rapport aux observations de mes collègues, donc l'œuvre audiovisuelle donc, a besoin d'être... Alors j'ai commencé par quoi l'idée? Le silence. Par le silence. Par le silence, une technique de narration. Oui, c'est ça. Je me suis appliquée. C'est comme le jeu de Mustafa, par exemple. Parmi les autres techniques de narration que vous avez utilisées dans la série, donc, et qui se rapproche aussi du cinéma, comme l'a mentionné Tinhinen, c'est pour ça donc on disait, est-ce que cette nouvelle technique de narration ou cette nouvelle écriture peut renforcer l'écriture de notre drama algérien? Oui, je pense qu'il ne faut pas s'habituer aux techniques habituelles par exemple, linéarité, par exemple. Tout est linéaire, tout est simpliste. La vie n'est pas simple, elle est complexe. Nos pensées, nos idées, nos intentions ne le sont pas. En général, pour la plupart des gens. Et je pense que c'est ça un peu. Quand on est face à des gens très intelligents comme Sid Ahmed ou Omar, ou des gens qui pensent beaucoup, c'est pas des gens simples. Ils vont pas lancer un dialogue comme ça, ils vont pas faire un acte comme ça. Ils réfléchissent bien avant de parler. Et je pense qu'il faut vraiment respecter leur intelligence. Respecter l'intelligence des téléspectateurs aussi. Et puis juste... Alors nous allons marquer juste une petite pause. Nous allons aller direction l'Opéra d'Alger, Boualem Bessalah, où se déroule le spectacle Hadra et Diwan, une célébration du riche patrimoine musical algérien entre tradition et modernité. Notre journaliste Flah Leili est sur place pour nous faire vivre l'ambiance et les moments forts de cette soirée. Bonsoir Flah. Bonsoir Iman, Sahaf.com. Donc nous sommes à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessalah, où se déroule une soirée exceptionnelle, une soirée marquée par la richesse culturelle, musicale algérienne, dans une atmosphère à la fois artistique et spirituelle. Donc ce spectacle intitulé Hadra ou Diwan, porté par un chanteur algérien originaire de Constantine, qui est Mohamed Reda Boudber, connu pour le malouf et la musique Issaoui. Donc ce spectacle Hadra ou Diwan, on peut dire que c'est un véritable voyage qui porte plusieurs types musicaux algériens tels que le fqayrat, le malouf, aussi le malouf et l'issawa, gnawa. Et ce spectacle a été proposé pour la première fois lors du 13e festival du malouf à Constantine en septembre 2025. Ce spectacle a été également présenté au Théâtre national Mahidine Bestarzi, aussi au Théâtre régional Mohamed Tahar Fergani à Constantine, à la salle Zénith aussi de Constantine, la salle Ahmed Bey. Et ce soir, il vient de clôturer ces soirées organisées par l'Opéra d'Alger, ces soirées ramadanesques, dans une ambiance festive. Le public est nombreux venus assister à ce spectacle Hadra et Diwan. Et ce spectacle, comme j'ai dit, qui porte la richesse musicale algérienne. Leili, parlez-nous un peu du mélange entre le Diwan et le Issawa. C'est un mélange quand même qui reste inédit. Oui, Iman, c'est un mélange inédit. J'ai dit que ce spectacle porte plusieurs styles musicaux algériens, pas que l'Issawa, il y a le fqayrat, il y a le malouf, il y a le gouel aussi dans ce spectacle. Et quel accueil
Et le public, comment a-t-il réservé au spectacle? Le public est nombreux. Oui, le public est nombreux venus assister à ce spectacle ici à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïah. Merci beaucoup, Fellah Laili. Je rappelle que vous êtes en direct de l'Opéra d'Alger. Merci, bonne fin de soirée, Fellah. Merci, Iman. Alors, nous allons marquer une petite pause et on revient juste après. Rebonsoir à tous, bienvenue sur Al24 News pour cette 4e et dernière partie de l'émission Ramadan Prime. Alors, autre aspect de l'actualité, cette fois, on va parler des investissements et des startups en Algérie avec la chronique de Rami Zamouchi. Merci beaucoup, Iman. C'est un sujet très important de parler de l'implication du privé et des investissements privés dans le développement de l'économie locale, nationale, surtout pour les startups et les entreprises innovantes. Mais Rami, on parle beaucoup d'investissements publics, de fonds publics, mais il existe un autre modèle financier pour financer les entreprises en croissance, le capital investissement et plus précisément le capital risque. C'est quoi exactement? Alors tout simplement, c'est l'injection du capital par des privés dans des entreprises innovantes ou des startups comme on parle aujourd'hui, et en contrepartie avoir du capital, donc avoir des parts dans les entreprises dans lesquelles ces investisseurs-là vont investir. Et l'idée, c'est que c'est des entreprises à très grand potentiel, mais qui sont très très risquées parce que ça se fait dans le début de leur développement, donc ce qu'on appelle en anglais les early stage. Ce rapport du risque est très très élevé par rapport au rendement, ce qui fait que ce sont des moyens de financement totalement différents des moyens classiques que nous connaissons, comme la dette bancaire par exemple. Mais Rami, pourquoi est-il si important d'avoir ce type de financement privé en complément des dispositifs publics? Alors tout simplement parce que l'État ne peut pas tout faire et ne peut pas surtout développer une économie d'entreprise privée, parce que c'est le rôle aussi des investisseurs privés de contribuer et d'investir dans ces entreprises-là. Les fonds publics ont des contraintes souvent connues, comme les procédures qui sont un peu lourdes, certaines rigidités, ça prend du temps, etc. Contrairement au capital risque privé qui est beaucoup plus agile, qui trouve des opportunités très rapidement, qui prend des risques, qui peut apporter aussi de l'expertise, du réseautage, qui peut aider les entrepreneurs à se développer beaucoup plus, et ce qu'on appelle un peu le smart money. Donc c'est des acteurs dans des fonds qui connaissent les domaines dans lesquels ils veulent investir et ils peuvent apporter beaucoup plus à ces entreprises-là, et ça permet aussi à créer un cercle vertueux parce que c'est les entreprises qui réussissent vont avoir des entrepreneurs qui vont eux-mêmes investir dans d'autres boîtes, et c'est comme ça qu'on fait tourner la machine. Mais Rami, qu'en est-il de la machine algérienne? Alors la machine algérienne, elle évolue parce que déjà ça fait quelques années qu'on s'intéresse sérieusement à ce sujet-là, notamment après la création du ministère délégué chargé des startups, qui est maintenant un ministère plein, et qui a permis la création de l'ASF, qui est le Algerian Startup Fund, qui est un fonds du capital risque, qui est le premier fonds algérien qui investit dans des entreprises innovantes, dans des startups qui viennent d'être créées et qui prend des risques quand même très très élevés. Et le but, c'est d'encourager le privé à faire la même chose et de nous faire aussi découvrir ce nouveau métier qu'on ne connaissait pas avant, vu qu'il n'y avait pas de fonds avant. Donc c'était une première expérience. Ça a permis aux employés et aux gens du ministère et du fonds de découvrir un peu comment ça marche et de permettre aussi de construire un écosystème de financement qui soit efficace. Mais si j'ai bien compris, on a les capitaux d'un côté et on a les entrepreneurs et les startups de l'autre. Qu'est-ce qui bloque encore et comment peut-on déverrouiller tout cela? Alors le problème, c'est que c'est un grand défi de convaincre les acteurs privés de passer vers ce genre d'investissement. Donc de rentrer dans le capital d'autres entreprises. Culturellement, on est plus amené à investir dans nos structures, des boîtes parfois familiales ou des entreprises qui fonctionnent différemment. Mais là, de partir et investir dans des fonds qui, eux, vont investir cet argent-là dans différentes entreprises qu'on ne connaît pas,
les souscripteurs, qui sont les investisseurs, ne connaissent pas nécessairement ces entreprises. Là, c'est un défi. Après, maintenant, comment faire face à ces défis-là? Il y a 2 ou 3 solutions. Déjà, d'avoir ce qu'on appelle des incentives ou des motivations sur des avantages fiscaux. C'est très important d'avoir ces avantages-là pour pousser les investisseurs à faire le pas. Ensuite, de créer des mécanismes de co-investissement public-privé. Il faut que le public contribue en faisant des garanties à ces investissements privés pour que les privés puissent être plus confiants et prendre plus de risques. Et surtout, à mon avis, c'est un problème de culture et de comment c'est perçu ce genre d'investissement. Donc il faut faire un peu d'éducation, il faut garantir un peu un minimum de savoir-faire pour que ces investisseurs-là soient un peu plus motivés et prennent des risques dans des domaines qu'ils ne connaissaient pas avant. Et ça, c'est une manière de faire marcher la machine, comme tu viens de dire, et de créer de plus en plus d'entreprises innovantes qui vont réussir et qui vont elles-mêmes créer des success stories qui vont investir dans de futures entreprises. Merci beaucoup Rami Zemouchi pour cette chronique très enrichissante. Nous allons revenir vers vous, Monsieur Mouzaham, pour El Berrani. Il me semble que Hajar Sabata, vous vouliez lui poser une question juste avant la pause. Oui, je reviens toujours à l'augmentation du nombre de productions, pardon. Si vous voulez parler de ça, c'était après la pause. Donc l'augmentation du nombre de productions télévisuelles, on va dire, concentrées autour du mois de Ramadan. Donc Tilinan avait posé la problématique de cette écriture un petit peu par rapport à ce mois de Ramadan et que c'était un défi. Mais malheureusement, on se retrouve dans l'obligation de travailler, d'écrire, de produire, de réaliser pour le mois du Ramadan. Donc, le réalisateur veut mettre toutes ses compétences donc techniques, artistiques ou même ses idées les plus folles quand même dans son œuvre. Et ça coïncide avec le Ramadan. Et je pense qu'il y a de moins en moins de réclamations par rapport à ça, par rapport au style de film ou par rapport au contexte thriller comme on l'a vu dans le Barani. Je pense que il y a une amnésie générale chez les gens. Avant, je pense que les feuilletons avant étaient plus osés. Et il y avait plus de sujets, on parlait plus de sujets plus palpitants. Surtout social. Oui, surtout social, c'était plus osé. Moi, je pense que non, maintenant, il y a une ouverture réelle par rapport aux chaînes. Il y a des chaînes, par exemple, là, avec la chaîne Cholouk, ils veulent passer hors Ramadan, faire des séries hors Ramadan. Il y a une volonté réelle. Je pense que ça évolue. La concurrence fait qu'on doit évoluer. Au lieu qu'un, par exemple, 3 feuilletons ou 4 feuilletons par an. Là, maintenant, on est à 7 feuilletons peut-être. Oui. Là, c'est déjà bien. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, créateurs qui peuvent travailler, les acteurs travaillent, les techniciens travaillent. Il y a plus de concurrence sur le plan qualitatif. Les gens cherchent à s'améliorer sur le plan technique et artistique. Moi, je pense que c'est excellent. Moi, je pense, sur le plan Ramadan, je pense qu'on est tous des Algériens. Alors, les sujets qu'on traite, c'est des sujets très algériens. Et c'est pas du tout les sujets qui sont en contre de la société, mais je pense qu'il y a des pages, il y a des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui font telle ou telle chose. Mais je pense que nous, on est très respectueux des coutumes et de la société algérienne. Surtout moi, par exemple, qui a grandi dans le quartier populaire, je connais très bien les normes et les mœurs et les trucs. Je connais comment les habitudes, les coutumes. Je connais très bien. Je peux pas être contre la société algérienne. Je peux pas faire quelque chose qui va déranger, par exemple, une famille de se lever. Mais je pense, c'est une question juste qu'on est des artistes aussi. Oui. Et on doit parler, on va piquer un peu parce que c'est créer des débats, créer des questions. Oui. Et c'est très important. C'est le rôle même de l'artiste. Ouais, c'est ça. Est-ce que, M. Mzaham, le drama algérien est-il justement en quête de nouveaux défis? Est-ce qu'il faudrait-il varier les thématiques? Comment voyez-vous les choses? Oui, je pense qu'on doit parler de tout, presque avec bien sûr le respect, mais ça on le sait. Mais je pense qu'il y a maintenant plein de concurrence sur le plan qualitatif, sur le plan scénaristique, sur le plan écriture, sur le plan technique aussi. Il y a une évolution, beaucoup plus technique que scénaristique. C'est pour ça que le Barani, on a voulu revenir sur le plan scénario, revenir sur le plan dialogue, revenir sur le plan jeu de comédiens. On a voulu dire, ok, c'est bien de travailler avec des technicités assez bonnes, on va dire, travailler avec les meilleures caméras, les meilleurs DOP, les meilleurs décors, mais surtout aller vers la base qui est les dialogues et les jeux de comédiens.
Mais est-ce que le drame algérien, excusez-moi Hajar, le drame algérien peut-il séduire un public international et quelles seraient les clés justement pour y parvenir? Moi, je pense que c'est la qualité. C'est la qualité, par exemple. Plus on va monter en qualité, plus on peut vendre. Parce que je pense que tout le monde cherche, même nous, on cherche les séries d'autres pays comme la Corée ou la Chine. On ne cherche pas que les séries américaines, on cherche tout le monde. Dès qu'on entend qu'il y a une série de qualité, on va chercher, on va la voir. Je pense que dès qu'on va monter en grade, qu'on va faire des vraies séries, des séries avec une série sur plan gamme, c'est très qualitatif. Oui, qualitatif. Pas la sitcom en fait, de la série. Non, je parle surtout de mélo. On va enlever le côté mélodramique qui est juste pour le besoin de buzz de Ramadan. On travaille sur le scénario beaucoup plus et sur le jeu de comédien. Parce que c'est la base nous, on regarde par exemple Breaking Bad, on regarde Walking Dead, on regarde Game of Thrones, on regarde n'importe Soprano, toutes les séries. Avant tout, c'est le jeu de comédien, c'est les personnages. Si les personnages sont bons, si les dialogues sont bons, si les séquences sont bien écrites, on va suivre la série. C'est tout simple. Hajar Sebat, allez-y. Oui, je recherche sur ça parce que surtout qu'aujourd'hui, on a un public un petit peu beaucoup plus exigeant qu'avant, vu toute l'offre qu'il y a sur les différentes plateformes, les différents contenus, donc en termes de séries ou de films. Donc, même sa vision à la narration, même télévisuelle, donc, a changé. Et du coup, on n'accepte pas aujourd'hui que les sujets qui traitent vraiment des sujets qu'on est en train de vivre en Algérie. Donc, si j'ouvre la parenthèse, par exemple, pour juste comme exemple, la série Kia, donc qui offre un contenu ou un scénario d'une on va dire d'une séquence, de plusieurs séquences, donc qui se passent dans un espace qui s'appelle le Hatch, qu'on ne connaît pas, c'est de la fiction, c'est de la pure fiction, mais on voit que le spectateur... Oui, il y a plusieurs publics en Algérie. Moi, je pense... D'où la diversification des thématiques. Moi, je pense qu'il y a plusieurs publics, il y a plusieurs artistes. Et moi, je pense que aussi, dans le Barani, on a voulu aller vraiment beaucoup plus vers l'authenticité. On ne pas faire un style qui ressemble à tel ou tel. On a voulu, on est très imbibé, on est très ancré dans tout ce qui est référence cinématographique. Moi, je suis depuis mon enfance, je suis dans le cinéma et j'aime beaucoup le cinéma. Et il y a beaucoup de cinéma dans ce que je fais. Mais sincèrement, on a voulu vraiment que ça soit authentique. Chercher à ne pas faire par exemple des séquences qui ressemblaient à deux références qu'on a voulu faire exactement dans le film. À vous de chercher. Des séquences qui ont été vraiment voulues que ça soit ressemblant à d'autres séquences de films. Mais à part ça, j'évite maximum, comme dans Zbida aussi, dans tous les films que je fais Lambaz, j'évite le maximum d'avoir des références d'images de films. Parce que je pense qu'on doit maintenant créer l'authenticité algérienne. On doit faire notre cinéma avec ses défauts et ses qualités. Le nôtre. Personnaliser le drama, personnaliser le cinéma algérien. Et faire ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire à notre niveau. Et je pense que c'est ça qui va passer. Quand on regarde le cinéma iranien, c'est cette simplicité, par exemple, qui a fait qu'ils ont pu... cette honnêteté aussi. Cette honnêteté artistique qui a fait que maintenant ils exportent partout. J'ai regardé un film, là il y a une séquence qui tourne sur l'enfant là qui est dans la voiture. Elle est juste magnifique, elle est extraordinaire. C'est une des meilleures séquences que j'ai vues dans ma vie. Et là, ça me rend jaloux de voir cette authenticité, cette fraîcheur dans la façon de filmer. Et je pense que c'est ça ce qu'il nous faut. Il faut vraiment aller vers ça, vers ne pas chercher juste à impressionner, mais faire quelque chose qu'on aime nous faire exactement, sans que ça soit ressemblant à tel ou tel. Monsieur Mouzahem, peut-être vous allez nous donner une petite exclusivité. À quand la sortie de votre film Yed Mariam? Oui, normalement, là j'étais en train de voir le VFX. Normalement, c'est prévu pour mai. Inch'Allah. Mais le problème dans Yed Mariam, pour être sûr, le film on l'a terminé, le tournage, le montage et tout. Et les VFX. Les VFX, c'est très compliqué, c'est très complexe. On est passé par plusieurs étapes et plusieurs boîtes, on n'a pas voulu, parce que même par rapport au budget, on n'a pas voulu travailler hors Algérie. Alors, tout a été algérien, de l'équipe et tout. Et je pense là, on avance très bien. Je pense que moi, j'ai pas voulu faire un film avec des effets spéciaux médiocres. Alors, c'est pour ça que ça a tardé un peu. Donc le film sortira probablement en mai 2026.
Parfait. Nous allons continuer avec le côté culturel. Nous allons nous intéresser à un chapitre méconnu, marquant, mais très marquant de l'histoire africaine. Rana Valona III, dernière reine de Madagascar, qui a été exilée de force par l'administration coloniale, d'abord à La Réunion, puis à Alger, où elle s'est éteinte. Son parcours entre résistance, déracinement et mémoire témoignent des traces laissées par la colonisation et de l'importance des figures historiques dans la construction de l'identité des peuples. Pour nous en parler, Tin Hinen ce soir revient sur ce destin exceptionnel et sur l'héritage laissé par cette reine malgache. Effectivement, Imen, ce soir, on va parler de Rana Valona III, qui est entrée dans l'histoire africaine comme étant la dernière reine malgache. Et l'histoire de cette femme, de cette reine, elle est particulière, parce que, vous l'avez dit lors de votre introduction, elle a été déportée à 2 reprises. Nous sommes à la fin du 19e siècle. La domination change du commerce transatlantique, de la traite des esclaves à la domination coloniale. C'est là où les empires occidentaux vont commencer comme des sauvages, à venir en Afrique et un peu partout dans le tiers-monde, donnant des missions civilisatrices. Et en 1883 d'abord, puis en 1995, c'est l'armée française, donc le colonisateur français, a dans son viseur ou dans son appétit l'île africaine de Madagascar. Et à ce moment-là où les Français commencent à envahir le pays, contrairement à ce que raconte l'histoire partout en Afrique, les peuples ont résisté. Et parmi ces peuples qui ont résisté, il y a aussi le peuple malgache. La résistance des débuts du peuple malgache, elle était particulière parce qu'elle va se faire par cette reine Rana Valona avec son premier ministre. Ils vont fomenter un complot à l'intérieur du palais pour essayer de mettre à mal l'administration militaire et coloniale. Cette décision va arriver malheureusement jusqu'aux oreilles de l'administrateur général de l'île de Madagascar, qui va décider de la déporter. D'abord une première fois en 1895 dans l'île de La Réunion. Et puis 2 ans plus tard, il va l'exiler. En 1987, la décision tombe. Rana Valona III doit être exilée encore plus loin que La Réunion. Elle va quitter tout son univers direct, finalement, qui sont les îles, pour être exilée en Afrique du Nord. Elle sera exilée en Algérie. En Algérie, Rana Valona va découvrir que la colonisation ne touche pas que son pays, elle touche aussi d'autres pays. Il va y avoir une espèce de solidarité silencieuse qui va s'installer de fait entre cette reine et le peuple algérien. Bien évidemment, c'est l'exil d'une reine. C'est l'exil d'une reine. Il suit un certain protocole. Elle vient avec l'ensemble de sa cour. Elle vient avec ses cousines, ses petites sœurs. Elle est installée dans un palais, Al-Moradia, mais cela n'empêche que l'exil, on va revenir au Barani peut-être, l'exil est ce qu'il est, même si dans cette terre d'accueil qu'est l'Algérie, on connaît depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, l'Algérie est la terre d'accueil de l'ensemble des peuples africains. Elle trouvera auprès du peuple algérien cette solidarité, parce que les deux partagent la domination coloniale, les deux partagent les affres de la colonisation, mais surtout les deux partagent l'espoir qu'un jour leurs pays seront libérés. D'ailleurs, le peuple algérien va la surnommer la reine aux yeux tristes, parce qu'elle se baladait dans les rues d'Alger, elle se baladait dans les rues de la capitale de l'époque, mais avec ce regard qui était tellement triste que ça a touché l'ensemble de la population. Et elle aussi, elle va trouver un écho dans le cœur de ces Algériens qui comprennent cette douleur, la douleur de quitter son pays. Elle va mourir en 1917, loin de Madagascar. Elle sera enterrée dans le cimetière de Saint-Eugène, à Alger toujours. Et puis, plus d'une dizaine d'années plus tard, donc le 23 mai 1917, elle décédera, mais c'est seulement en 1938 qu'elle sera exhumée, puis rapatriée à Madagascar. Et ce qui est assez frappant dans l'histoire de cette reine, c'est qu'il aura fallu attendre 110 ans pour que la coiffe ou la couronne royale qui est exposée dans le musée des armées françaises, là aussi, comme un butin de guerre qui nous ramène à ce réflexe de domination quand les empires coloniaux reviennent à Madagascar seulement 110 ans plus tard. Il fallait attendre 2020 pour que la France, l'État français, accepte de remettre à l'État malgache
ce qu'elle a considéré jusque-là comme étant un butin de guerre qui est la couronne de cette reine malgache. Et j'ai choisi ce personnage ce soir pour revenir encore une fois à ce récit historique dont on n'a pas arrêté de parler durant le mois de Ramadan. Depuis l'arrivée du Coran dans les territoires africains, les peuples ont résisté et la mémoire aujourd'hui qu'on porte et si on s'intéresse autant, c'est parce que ça fait partie de notre histoire. Et si une administration coloniale refuse de rendre une couronne à un pays indépendant, ça nous dit long sur ce réflexe de domination. Merci beaucoup, Tinhinan Makassi. Monsieur Mouzahem, c'est une belle histoire. Ça pourrait être un sujet pour un film, non? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est très touchant, c'est très... Moi, je pense que l'histoire, toute l'histoire des opprimés, des gens qui ont été opprimés, les résistants, c'est très intéressant à faire. Moi, je pense que ça m'intéresserait plus maintenant de travailler sur la révolution algérienne, sur ce que je connais très bien, ou que je sens plus, je ressens plus. Et sincèrement, ça m'intéresserait plus de travailler sur nos résistants, nos héros de guerre, pour travailler, pour donner peut-être une nouvelle image, une nouvelle vision des films de guerre, enfin, différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Des films qui peuvent parler aux jeunes, qui peuvent parler au grand public. Ce qui m'intéresse le moins. Il y a une nouvelle, on voit qu'il y a une nouvelle génération de réalisateurs, tout comme vous, qui émergent. C'est quand même quelque chose de très important. Nous avons aussi parmi nous Hajar Sabata, qui est réalisatrice. Pouvez-vous nous faire un petit commentaire sur le sujet par rapport à cette nouvelle génération? Oui, je pense que c'est pas on est plus nouvelle. Elle représente plus la nouvelle génération. On est un peu plus anciens. On est un peu en fait. On a vécu avec les deux générations, entre les deux époques, où il y avait plus de cinéma et après le déclenchement de cinéma et j'ai travaillé dans plein de films de guerre, en fait, films sur la révolution. Et sincèrement, je trouve que la nouvelle génération a fait le film de Hadjari magnifique. Je pense qu'il y a une vision vraiment différente. Et sincèrement, j'aimerais bien... Une approche différente. Et sincèrement, je pense que maintenant, il faut vraiment faire des films qui peuvent toucher plus de jeunes. Parce que les jeunes doivent... moi j'ai envie que les jeunes sortent du cinéma, par exemple, après avoir, par exemple, vu un film sur Bomblade, sortent en discutant au moins une demi-heure sur le film, en faisant contre Bomblade, en se battant. Quand on était petit, on regardait les films américains, c'était ça en fait. On sortait avec une intention, une énergie, tu vois. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut. Il faut vraiment que ce soit des exemples réels, parce que c'est des gens qui ont donné la vie pour l'Algérie. Et je pense qu'il faut des films vraiment à leur niveau sur le plan subconscionnel. Il faut vraiment que ça touche vraiment sur le plan subconscionnel les gens, que les jeunes voient en eux plus des icônes. Et ça, il faut vraiment qu'on le fasse dans le cinéma. C'est le cinéma qui peut faire ça. Nous allons juste faire un petit point sur l'actualité internationale du cinéma et de l'engagement artistique lors de la 98e cérémonie des Oscars dimanche, c'est-à-dire hier. L'acteur espagnol Javier Bardem a marqué les esprits par ses prises de position politiques fortes contre le génocide sioniste à Gaza et en soutien au peuple palestinien. Sur scène, en remettant l'Oscar du meilleur film international, il a ouvert son discours en déclarant non à la guerre et liberté pour la Palestine, ce qui a suscité une standing ovation dans la salle. On regarde. No to war and free Palestine. Alors sur le tapis rouge et même sur scène, il arborait 2 badges à sa boutonnière, le Peace non à la guerra, la même qu'il portait. Il a mis Handala aussi, le deuxième, oui. C'était le deuxième, oui. Le premier, c'était non à la guerre et le deuxième, c'était pour protester contre la guerre en Irak en 2003, n'est-ce pas, Tinhinan. Le deuxième badge, vous en parliez, Monsieur Mouzahem, c'était Handala, donc en référence à la lutte contre
du peuple palestinien. C'est devenu un peu la figure historique, mais historique de la résistance palestinienne. Mais Javier Bardem, c'est quelqu'un qui est depuis très longtemps, qui a toujours, on se souvient de son film dans les camps de réfugiés sahraouis, d'ailleurs, qui est passé je me rappelle plus en quelle année, dans le festival du film, à l'époque je crois qu'il s'appelait le festival du film engagé, qui est aujourd'hui le festival du film d'Alger. Il a fait un film extraordinaire sur le Sahara occidental. On se rappelle aussi je crois que c'était les marches de Cannes en 2005, lui et son épouse Penélope Cruz, qui arrive avec deux papiers dans sa poche. Il prend le premier, il l'ouvre, il le donne à son épouse, c'était écrit Free Palestine, et le deuxième aussi il prend pour lui, c'était Free Palestine, pendant qu'il y avait une actrice d'origine sioniste qui montait la montée des marches de Cannes avec une robe où il y avait les couleurs du drapeau, mais surtout la destruction de la mosquée d'Al-Aqsa et symbolisant la reconstruction du temple pour l'arrivée du Messie. L'engagement de Javier Bardem, il est très intéressant dans le cadre, très, très courageux. Mais même le fait qu'il soit applaudi ce soir, hier soir, lors des Oscars, parce que le cinéma américain a fait que la Palestine soit aujourd'hui occupée. Donc se faire applaudir par une nouvelle génération d'acteurs à l'intérieur même de ce qui a construit l'hégémonie américaine fait chaud au cœur, j'ai envie de dire. Un dernier mot peut-être, Monsieur Mouzaham, sur la question. Moi, je pense qu'un artiste doit être engagé. Par exemple, la Palestine, c'est pas une question d'appartenance, c'est un sujet humain, c'est un problème humain. Si on n'est pas engagé dans un conflit pareil, si on n'est pas avec la Palestine, c'est contre notre humanité en quelque sorte. C'est pas normal qu'on soit artiste et on va supporter la suppression, le génocide, et un État qui est vraiment un État sioniste qui fait beaucoup de mal. Génocidaire. Génocidaire. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis le temps. Et je pense que ça, c'est un problème humain. Si on est artiste, on n'est pas humain, ça ne marche pas. En fait, on ne peut pas être les deux à la fois. Merci beaucoup, Monsieur Yahya Mouzaham, d'avoir été parmi nous. Merci à vous, chers chroniqueurs. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous demain pour la dernière de Ramadan Pride de cette saison. Excellente fin de soirée sur Al 24 News.